En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce Marathon du Don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vote ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Alors une addition un peu singulière puisque nous vous avons proposé de nous poser toutes les questions que vous souhaitiez sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On en a recueilli quelques-unes, une dizaine, vingtaine. Oh là là, plus que ça avec les questions de tout le oui, monde. parce que alors il y a les questions que vous avez posées ce matin aussi. Voilà. Donc merci à tous d'y avoir participé. Écoute, on va commencer comme ça. On était avec Maëlys, Liselotte, Adèle, Louis, Marie et Franck. Et Maud. Et Maud, bonsoir. Toute l'équipe. Mais la première question en fait s'adresse à vous, Franck, je pense. Oh, ça commence. Ben ouais, je suis désolée. Pourquoi ligne droite ? Pourquoi ligne droite ? Alors je crois que c'est Clémence Soudiakova qui a créé cette émission, avec moi d'ailleurs, il y a 4 ans. Et elle voulait l'appeler Zone Libre, mais il y avait des droits sur... donc elle a cherché, si je me souviens bien, c'est elle qui a trouvé. Donc la ligne, ligne droite, ça dit ce que ça veut dire. Oui, et le titre est resté. Oui, très bien. Très bien. Marie ? Ah bah moi, vous savez, je suis arrivée en même temps que vous il y a 1 an, donc pourquoi ligne droite ? C'est pas moi qui ai choisi oui, le nom, mais c'était pour poser la même question. Je comprenais pas très bien. Chacun va répondre à la même question. Mais je me suis dit, ok, chacun son tour, d'accord, fallait préciser. Pourquoi Excusez-moi. Créer Radio Courtoisie, il y a 40 ans, vous savez, j'ai de la bouteille. À quelle heure vous levez-vous et comment vous préparez une matinale ? Répondez. Voilà Marie. la question. Bon alors je commence. À quelle heure vous levez-vous ? Moi je me lève vers 6h du matin. Et on est là à 7h. Moi je suis là à 7h, je sais qu'il y en a qui se lèvent plus tôt. Elles le diront tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on prépare une matinale ? Eh ben, c'est un ensemble de choses. Il faut trouver l'invité, il faut de la réactivité, c'est pas toujours le cas. Donc soit ils sont très réactifs et parfois avant midi c'est calé, on a un invité, on commence notre fiche. Soit on attend 18-20 heures parfois pour avoir des invités selon l'actualité aussi qui change. Et donc comment on prépare de jour en jour ça change. Il n'y a vraiment aucune méthode Marie Falicon ni ligne droite, je pense. Ah oui, c'est ça votre comment dire la complexité de votre boulot, c'est que vous êtes soumis aux imprévus. C'est ça. Oui. Finalement, un invité peut très bien décommander, une actualité peut tomber très rapidement, il faut vous adapter en permanence. Ce serait trop facile, on prévoirait des invités pendant 1 an. Ah ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment, pour que nos auditeurs comprennent, c'est vraiment du jour au lendemain. À moins que, c'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple de mon émission du jour, c'était un vote qui était calé depuis des mois, la veille, hier, etc. Donc évidemment que l'émission du jour était calée à l'avance, mais sinon le reste, c'est vraiment jour au lendemain. Il y a quoi ? Un cyclone à Mayotte, une destitution, Il faut savoir qu'on a une réserve de spécialistes ou de personnalités qu'on peut appeler quasiment à tout moment. Il faut le savoir quand même en cas de vraiment... je sais pas si les invités ne nous répondent pas, tout ça, les invités politiques souvent qui peuvent même se décommander, on en reparlera. Adèle, vous levez à quelle heure le matin ? Moi, je me lève plus tôt que Marie parce que j'arrive entre 6h, 6h30 dans ces eaux-là pour re-regarder l'actualité puisque je prépare les flash infos la veille. Mais le matin, avant de passer à l'antenne, il faut regarder si c'est pas passé des choses pendant la nuit. Enfin voilà, faut refaire tout un petit travail de mise à jour. Ouais. Liselotte, même question. Eh bien, moi, c'est particulier. Donc, toute la semaine, je me lève à 6h, puisque alors, j'ai la chance de ne pas habiter très loin. En voiture, c'est très direct. Mais bon, région parisienne, vous que certains auditeurs doivent connaître, il y a des bouchons. Et donc, mon trajet qui, normalement, met 15 minutes, se transforme en 1 heure. Donc, 6 heures pour la semaine. Et puis, le vendredi, comme j'anime la matinale, comme vous, Maud, je grille votre réponse. Du coup, on se lève généralement plus tôt. En l'occurrence, moi, c'est plutôt 5 heures. Ouais. Mais je dois dire qu'on se fait au rythme, parce qu'une question
question qui revient souvent, c'est mais comment vous faites ? Alors moi, la première année, j'ai eu beaucoup de mal et depuis la rentrée, ça va mieux, étonnamment. Oui, mais non, mais c'est fait. Oui, non, mais c'est ça. Puis on n'a pas un rythme fracturé. Je veux dire, c'est linéaire, si j'ose dire. On se réveille tous les jours tôt et au bout d'un moment, je sais pas vous pendant les vacances, mais moi, la grasse mat, c'est pas possible. La grasse mat, en fait, c'est se lever à 8h, en fait. C'est vraiment ça. Mais c'est un rythme qui est très compliqué à assimiler dès le départ quand on n'est pas habitué. Et il faut apprendre aussi à se coucher tôt. Et ça, c'est vraiment pas simple, évidemment. Et parfois, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des actualités. Personne se couche tôt ici, Maëlys, vous couchez tôt, vous ? Bon, non. Non, je me couche pas tôt du tout. Nous vivons également le soir. Bien sûr. Évidemment. Vous êtes couché à quelle heure, Marie ? Allez. Hier, j'étais à la soirée d'inauguration du siège UDR pour couvrir. Donc c'était un reportage ligne droite qui a duré un peu tard. Non, mais c'est vrai. Oui, Adèle, pardon. Non, c'était pour passer une autre question. Allez-y, Franck. Non, moi je voulais dire que je me levais tôt aussi, alors voilà. Bah oui, c'est vrai. Mais alors vous, en plus, vous habitez. Non, mais moi je me lève à 4h30, donc je vous bats toutes. Wow. Ah ouais, vous êtes un homme. Non, mais déjà, puis je suis vieux, donc je dors moins, on a moins besoin, une petite soupe et puis au lit. Non, mais blague à part, c'est parce que je suis à la radio à 6h, je relais le gars de la nuit et je prépare toutes les machines pour l'arrivée de 7h. Donc, mais on avait une journaliste qui battait tous les records avant, rappelle-toi Franck, Emmanuel. Oui, elle arrivait à 5h à la radio, elle déjà. Oui, à 5h elle était déjà là pour travailler, c'était assez. Ce qu'il faut qu'on prenne nos auditeurs, c'est que ce sont des journées doubles en fait. C'est vrai qu'on arrive très tôt, on fait l'émission jusqu'à 10h, après on cale tout ce qui est possible de caler pour l'émission du lendemain, et après oui, on fait quand même une petite pause à midi, certains font une petite sieste quand c'est possible, et puis l'après-midi vers 14-15h, on se remet sur l'édition du lendemain, et voilà, en regardant l'actualité et ainsi de suite. Pour qu'ils comprennent un peu le rythme, c'est vrai que pour compléter, c'est vraiment des journées qui s'étendent de quasiment 6h à oui, parce qu'il y a le suivi de l'info en continu. Au plus tôt, c'est-à-dire qu'après, si on sort ensuite pour la radio à des événements politiques, par exemple, là, ça s'éternise encore. Nous n'avons pas de vie. Et on a pu avoir des désistements à 21h, voilà, ou des choses comme ça. Et là, donc, même si on ne travaille plus, on est quand même de garde. On est quand même de garde. Oui, c'est vrai. Allez, spécial dédicace. Adèle. Bon, pour troisième question, je pense que ce sera plutôt vous, Franck, qui répondrez. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écouter Radio Courtoisie RC en FM partout en France ? Alors, on ne peut pas. Ce n'est pas notre choix. C'est en fait l'ARCOM, l'anciennement CSA, qui attribue des fréquences. En fait, l'ARCOM a tout un tas de fréquences qui sont sélectionnées pour ne pas se gêner entre elles. Et quand on veut postuler, on fait une demande. Par exemple, ils mettent en jeu une fréquence en disant il y a une radio à Toulouse qui s'arrête, qui candidate. Et donc là, il y a plein de radios d'opérateurs qui candidatent et après, eux font une sélection. Alors, on a souvent candidaté dans plusieurs fréquences, pour plusieurs fréquences. C'est comme ça qu'on a eu Caen, Cherbourg, Le Havre, Chartres, Le Mans et ainsi de suite. Ça, c'était en 91, si je me souviens. Mais depuis, on a repostulé sur certaines fréquences. On n'a pas été retenu. Mais c'est assez délicat pour la radio de postuler partout parce qu'on pourrait se dire à la limite postulons partout, mais si on était autorisé à émettre partout, financièrement on n'aurait pas les reins solides parce que si les fréquences sont gratuites, la diffusion sur ces zones, elle est payante puisqu'il faut un émetteur, un transport de signal jusqu'à l'émetteur, et là ce sont donc si d'un seul coup on nous donnait 10 fréquences, on n'aurait pas les reins assez solides, et si vous n'utilisez pas une fréquence que le CSA vous donne, il la reprend et puis surtout après il vous donne pas les autres. Donc ce sont des calculs très précis, et pour comprendre que pour amortir une fréquence, il faut être sûr qu'elle rapporte. Alors quand on fait de la publicité, c'est vrai qu'il suffit d'ajouter une fréquence, naturellement la publicité passe dessus et on gagne des sous, mais nous c'est avec les auditeurs uniquement, c'est vous qui nous écoutez qui financez la radio, et donc il faudrait que, par exemple, si on arrivait dans une nouvelle ville, il faudrait qu'on fasse des campagnes pour que les gens connaissent, écoutent, et comprennent qu'ils doivent soutenir s'ils le veulent, et comme c'est forcément un pourcentage intime de la masse dans l'audience générale, on ne serait pas sûr d'avoir les reins assez solides et on pourrait y laisser la peau de la radio. Donc c'est vraiment très très compliqué à faire. Une petite question annexe sur YouTube. Marie, Liselotte et Adèle ont tué de la bûche ou Maud a tout mangé? Donc je vous réponds. Pas encore. Voilà, on en a juste ici. Adèle, là, ça te va. Ça va pas, non? Bonne. Sur une question, là, sur le chat, ils sont jaloux, vraiment, pour la bûche. Bon, voilà. L'autre question. Alors, pourquoi vous levez tout le temps la tête? Bonne question, ça. Question qu'on pose beaucoup. Parce qu'il y a le président qui nous surveille d'en haut, ça doit être pour ça. Oui, la lumière divine qui s'abat sur nous. La radio reçoit tout le monde, et donc on sort de cette petite sphère parisienne que vous retrouvez sur tous les autres médias. Donc on reçoit des gens qui habitent loin et qui nous font quand même le plaisir de nous partager leurs analyses, leurs connaissances. Et pour ça, on leur propose donc de faire les entretiens par Zoom, ce qui permet donc d'avoir une image en plus du son, contrairement aux entretiens
entretien qu'on ne ferait que par téléphone. Vous pouvez donc voir nos invités en direct sur YouTube, sur X. Vous avez leur visage, c'est quand même plus agréable. Mais il se trouve que pour pouvoir nous aussi les voir, il y a un écran qui est installé en studio et qui est en hauteur, juste au-dessus de la vitre à travers laquelle nous pouvons voir Franck. Donc il n'est pas question pour le moment de descendre cet écran, même si c'est une demande récurrente. Ça viendra, on va en mettre dans la table. Ouais. Mais pour l'instant, on ne peut pas se passer du du coup, beau on sera visage plus de comme ça, Franck. on sera comme ça. Oui, c'est ça. Non, bon voilà, vous avez la réponse. C'est exactement ça. Pourquoi vous regardez tout le temps vos téléphones au lieu de vous concentrer sur votre émission? Alors c'est une question à laquelle on a déjà répondu. Parce que le téléphone est un outil de travail en fait, tout simplement. Peut-être que, je sais pas, Louis, enfin non, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément sujet à... Moi, oui, je passe trop peu à l'antenne. De toute façon, quand je passe à l'antenne, je lis une feuille, donc j'ai pas l'occasion de regarder mon téléphone. Même pour le sondage, j'écris tout. Oui, parfois pour regarder les résultats du sondage. Mais c'est vrai que de toute façon, j'aime pas regarder trop un écran trop longtemps, donc je préfère lire des papiers à l'ancienne. Mais alors, justement, on en parlait avec Louis tout à l'heure, parce qu'il est quand même responsable de la communication sur YouTube, notamment. Et donc, lui, les commentaires qu'il voit, c'est vrai que c'est souvent ça. C'est souvent très récurrent. Pourquoi vous regardez vos téléphones? Et on en a relevé, qui sont quand même très drôles. Il y en a des centaines, et je dirais pas milliers peut-être, mais il y en a énormément, c'est vrai. Ouais, c'est très récurrent. Là, en l'occurrence, je vous lis un commentaire d'un auditeur, et c'est pas du tout méchant de leur part, parce qu'en fait, ils comprennent juste vraiment pas ce qu'on fait, mais ça a l'air sincère. Ce qui me frappe le plus, ce sont ces jeunes, bien que filmés, qui n'écoutent rien de la conversation, mais scrollent leur téléphone portable. Je pense que ça s'entendrait si on suivait pas la conversation. À un moment donné, il faut être sérieux aussi. C'est-à-dire que le téléphone est un outil de travail. C'est ça. On a l'information en continu sur le téléphone. Quand vous regardez une autre matinale, une autre radio, RTL par exemple, pour ne citer que, ils ont des écrans intégrés dans la table. Voilà. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de regarder leur téléphone. Ils ont l'écran sous les yeux. Nous, c'est pas le cas. Et surtout, en plus, pardon, allez-y Marie. Non, alors juste pour compléter là-dessus, par exemple, je pense que ça peut s'adresser parfois, typiquement à Maëlys, qui est notre chargée de communication, qui en direct fait du live tweet. En fait, c'est bête, mais voilà, on a la chance d'avoir une journaliste dans le studio qui en direct relaie les propos de nos invités. Donc forcément, elle est sur son téléphone. Et ça, c'est évidemment pour que la communication soit au maximum, pour relayer les propos de nos invités. Et ça, effectivement, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est pas du tout qu'on n'écoute pas et qu'on joue à Candy Crush, quoi. Et surtout, on communique avec la régie par moment. C'est vrai qu'on a un réseau d'ordre où on peut se parler pendant les interviews, mais c'est vrai qu'on s'échange des informations, où on se rassure sur un invité, où on relance un invité qui n'est pas arrivé. Donc c'est vrai que c'est pas très télévisuel. Mais c'est le cas. Et en même temps, on fait de la radio filmée, pas de la télé. Non, mais voilà, c'est ça, c'est de la radio, il faut quand même le rappeler. Voilà. Et puis c'est vrai que ça nous a souvent sauvé la mise d'avoir nos téléphones. Moi, je me rappelle d'une émission où mon invité ne répondait pas, mais alors pas du tout. Donc je ne savais même pas s'il allait arriver ou non. Et je salue d'ailleurs Rémi Tell qui a pris le relais au pied levé, même au saut du lit, on peut le dire. Donc on le salue pour ça. Mais sans téléphone, ça n'aurait pas été possible. Et donc devoir gérer, par ailleurs, précisons-le, mais devoir gérer l'antenne, le direct, faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc et en même temps gérer le problème à côté avec le téléphone, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je pense que les cerveaux féminins sont tout à fait capables de faire ça. Je donne une transition toute trouvée pour la question sur la teneur féminine de la radio. Il y a une question là-dessus? Oui. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a presque que des filles? Attendez, je crois que Franck voulait dire quelque chose. Non, c'était une question pour Liselotte, mais on y reviendra après. Oui, pourquoi il n'y a que des filles? Moi, j'en ai assez, et Louis aussi. Non, on se plaint pas, nous, on est contents. Non, moi, ça me va. C'est un peu le hasard, je pense, du recrutement. Enfin, je sais pas, moi, j'en sais rien. Maintenant que les femmes ont le droit de travailler, on est obligé de... Non, mais le grand remplacement s'applique aussi à Radio Courtoisie. Exactement, c'est des grands remplaçantes. Vous êtes minoritaires, les mecs, arrêtez. Alors, écoutez, pour une fois que vous nous autorisez, avec lui, on a utilisé 10 secondes, mais on vous rend la parole. C'est un putsch féminin. Après, on a eu beaucoup d'alternants qui étaient de jeunes garçons très talentueux. Mais seulement stagiaires ou alternants, faut pas... Mais on leur a donné des interviews. Ouais, c'est vrai. Un livre à me recommander, à nous recommander. Alors, Louis, est-ce que vous lisez? De temps en temps. Mais c'est vrai que là, je refeuillette un petit peu un livre qui m'avait beaucoup marqué de Laurent Berton et qui est tombé complètement aux oublis, c'est Le Diable du ciel, sur ce drame du Germanwings, je vais y arriver, en 2015. Et c'est très très bien raconté parce qu'évidemment, on ne connaît pas du tout, on n'a aucun élément presque sur le pilote qui a crashé cet avion volontairement. Et Laurent Berton a lancé une enquête absolument phénoménale sur cette personne qui est très mystérieuse, très mystique. Et c'est parfaitement bien raconté. Laurent Berton est vraiment un excellent journaliste, mais un excellent conteur, surtout sur des faits catastrophiques comme cela. Ouais. Adèle? Moi, je vous recommanderais, je pense, le livre Minotaure, Voyage au cœur de la corrida, que j'avais reçu l'auteur. Moi, j'avoue, en venant du Sud, j'aime énormément le milieu de la tauromachie, la corrida. Et je pense que c'est un livre, même pour ceux, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui n'apprécient pas trop
ce spectacle, on va dire. Mais en réalité, c'est un livre qui nous fait vraiment découvrir et qui met tout en douceur avec des témoignages très intéressants. De Yanis Ezziadi. Voilà. Maëlys, un livre à recommander? Franchement, là, j'en ai pas dans Ou un compte Insta recommandé. Newsletter de Radio Courtoisie. Un compte Insta à recommander, évidemment, le compte Instagram de Ligne Droite. Ouais, voilà. Évidemment, faire preuve d'originalité. C'est bien. Liselotte. Alors moi, 2 livres, mais je fais très rapide du coup. Soit La Sphère et la Croix de Chesterton, parce que ça, je pense que c'est le livre qui a vraiment changé ma vie. Je l'ai lu l'année dernière seulement, mais magnifique. Chesterton, extrêmement drôle et en même temps un texte très très profond, c'est philosophique. Mais c'est un roman, donc ça se lit très facilement. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire Les Petites Misères de la vie conjugale. C'est un livre de Balzac. Ça va chez vous? Qui est peu connu. Et alors, c'est tordant. Mais c'est vraiment tordant. J'ai trouvé une émission en plus avec des espèces de petites caricatures. C'est magnifique. C'est très, très bienveillant et en même temps, c'est salé, comme sait le faire Balzac. Voilà. C'est pas trop dur à lire? Non, c'est très simple à lire. Ouais. Et puis en fait, ce que j'apprécie avec Balzac, c'est qu'avec humour, il arrive à parler de situations dans lesquelles on peut se retrouver. Contrairement aux humoristes plus contemporains qui ont tendance à le faire avec beaucoup de cynisme, lui, encore une fois, c'est très doux, c'est très bienveillant. Et c'est pour ça qu'on en rigole avec peut-être un peu moins de médisance. Voilà. Avant de passer à vous, Marie, il y a un petit commentaire marrant. Continuez à faire rire Adèle pendant ses chroniques. Je crois qu'on aime vous rire. C'est vrai qu'Adèle a le rire très facile, c'est vraiment très... c'est assez surprenant. La météo. Quelle faiblesse. Et ce matin, on prend le large. On sent que c'est pas la météo et le sport qui nous passionne le plus dans l'équipe en fait pendant l'émission. Oui, il y a des gentils messages, bon boulot, bon direct, bons intervenants, bon humour, c'est bien ligne droite, on trace, ainsi de suite. Merci à vous, vous êtes gentils. Merci. Ouais, c'est sympa. Bon, Marie, un livre à recommander? Moi, alors, on lit beaucoup de livres à la matinale pour animer les émissions et c'est vrai que donc on a eu la chance d'avoir beaucoup d'auteurs. Deux livres qui m'ont marqué parce que c'est un thème qui m'intéresse vraiment. C'est L'enfant et l'avenir de l'homme de Azilis Lecor. Ah oui. Et L'effacement des mères de Eve Wagerland. Donc c'est les 2 livres sur l'importance de la maternité et cet hiver démographique vraiment inquiétant qui sévit dans toute l'Europe et notamment particulièrement en France. Et voilà, redonner espoir à toutes ces femmes et surtout revenir sur l'histoire aussi du féminisme. C'est très intéressant, ça va dans les racines des mouvements antinatalistes, des néo-féministes, etc. Donc je vous les conseille. Voilà, très bon livre. Qui a les cheveux les plus longs? Maëlys, je pense. Ah bon? Ouais, ça se... Oui, c'est vrai, Maëlys. Ouais. C'est quoi cette question? C'est une question d'auditeur, alors on répond. C'est Louis Rigaudier. Non, mais j'avais les cheveux comme ça avant aussi. Mais non. Si, en 5e, oui, je suis sûr. Mais c'était ma période skater. Donc, en école de journaliste, c'était déjà fini. Ah oui, bien depuis longtemps. Depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. C'est l'instant des confessions. C'est bizarre ce qui se passe. Avez-vous fait des études de journalisme? Alors, eh bien, Louis, dis donc, on serait pas un petit peu dans la même école et dans la même classe avec un certain professeur qui s'appelle Gilles Brochard. Et oui, l'entre-soi. On va vous laisser Louis. Non, mais c'est un petit peu ça, mais c'est le hasard complet. On s'est rencontrés là-bas. La vie parfois réserve des surprises assez incroyables. Grande histoire d'amour. Et donc voilà, Maud et moi, nous étions dans la même classe, dans la même école, et nous avions comme professeur principal, en tout cas au départ, Gilles Brochard, qui était notre professeur de culture, je crois. Presse culturelle, ouais. Presse culturelle, et qui nous faisait des examens pour vérifier si nous suivions bien l'actualité chaque semaine, des examens très pointus, et il notait très sévèrement, il faut quand même pas plaisanter avec lui. Oui, c'est vrai. Et on avait une conférence tous les mardis, et le lendemain on devait écrire un article sur cette même conférence, et qui était évalué par Gilles Brochard lui-même. Mais c'était sans doute le meilleur professeur de l'ESJ, sans vouloir offenser les autres. Il était très drôle. C'était très sérieux. Et c'était vraiment très sympa. Il notait vraiment parfois très sévèrement. Contrairement à Gilles Verdez, par exemple, qui était notre professeur aussi. Gilles Verdez était notre professeur. Et alors lui, les notes, mais il faut faire plaisir à tout le monde. C'était extrêmement bienveillant, ce qui fait qu'il y en a qui profitaient un petit peu du système et qui foutaient pas grand-chose. Mais en tout cas, oui, Gilles Brochard, d'ailleurs, ça a été lui qui a noté mon tout premier article. Et je me souviens, j'avais eu la meilleure note. C'est pas pour me lancer des fleurs, je me souviens. Et j'ai eu une espèce d'acclamation, c'était assez gênant, mais c'était intimidant surtout. Et voilà, Gilles Brochard était mon premier prof qui m'a lancé dans le journalisme. Donc et voilà, vous aussi du coup. Bravo, bah oui, tout pareil. Voilà. Comme vous. Donc voilà, ça nous a réussi. Non, mais c'est bien, ça nous a réussi. Mais après, on a eu des parcours très différents. Vous et moi, vous avez quitté l'école avant moi, et après, vous êtes arrivés ici ensuite. Je suis passée par je ne vais pas citer parce qu'on va me taper dessus, mais un centre de formation de journalisme qui a fini par
tout faire pour me foutre dehors, mais ça j'avais déjà raconté l'histoire, tout ça. Puis donc je suis revenue à l'ESJ ensuite pour faire la communication politique et des relations presse. Ce qui explique aussi mon parcours effectivement un peu en zigzag entre la communication politique et le journalisme. Adèle. Moi je suis encore en école de journalisme là, je termine mon master puisque je suis en alternance ici et bon, j'ai pas de Gilles Brochard. J'ai un très bon professeur que j'apprécie beaucoup et qui, pareil, nous fait régulièrement des tests d'actualité qui sont aussi bien pointus, bien précis. Pas facile d'avoir des bonnes notes, hein. Mais c'est très important. Mais je trouve, je sais pas si je citerai l'école, mais il y a un gros manque de culture générale, d'enseignement de la culture générale, gros manque d'enseignement de la géopolitique et beaucoup de techniques. Et c'est pour ça que je conseille vraiment aux jeunes peut-être qui nous écouteraient et qui voudraient se lancer dans le journalisme d'aller faire les formations de l'ILDJ. La courte échelle pour ceux qui seraient à côté déjà dans un master de journalisme ou dans une formation de journalisme ou tout simplement l'ILDJ, c'est 10 week-ends dans l'année. Ils ont lancé aussi un master en alternance, un master d'1 an. Et vraiment là, il y a une vraie bonne formation aussi intellectuelle qui vraiment parce qu'il y a vraiment 2 écoles. Par exemple, André Berkoff dit que les écoles de journalisme ne servent à rien. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'inverse, c'est que ça sert parce qu'il y a des techniques de journalisme. Il y a pas, il y a une déontologie, il y a une façon d'aborder les gens, de faire une interview, de mettre. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en école de journalisme et qu'on apprendrait nulle part ailleurs. Il y a évidemment le terrain, mais et les stages aussi sont très importants. Et les stages et le réseau, c'est là qu'on se fait aussi le réseau. Voilà, le réseau, le stage. Et c'est vrai qu'il y a des techniques. Tant qu'on a des bons professeurs, c'est vrai que ça peut aller très très vite, hein, mais ça met le pied à l'étrier dans ce métier. C'est clair que c'est une étape maintenant qui est obligatoire. Oui. Franck, vous avez une question. Oui, nous avons Dominique qui nous pose cette question. Bonjour, je m'interroge quant à vos sources lorsque vous transmettez les infos. Est-ce sur Reuters ou autre? Dans ce cas, vous n'êtes pas sur le terrain et ne faites que retransmettre ce que vous glanez sur des supports. Merci si vous donnez la réponse tout à l'heure. En gros, il demande comment on s'informe, si on a des agences de presse et si on est sur le terrain. On y répond juste après avoir interrogé peut-être Liselotte et Maëlys. Ah oui, restez un livre, pardon, excusez-moi, je me retire. Les écoles de journalisme. Ah oui, pardon, oui. Oui. Maëlys, c'est école de journalisme ou pas? Alors moi je suis actuellement, je fais cette année la formation de l'ILDJ, donc un petit week-end, donc ce dont Adèle parlait, que je recommande grandement pour apprendre le journalisme dignement et pour évidemment œuvrer au pluralisme et prendre notre revanche sur toutes ces écoles gangrénées de journalisme par extrême gauche évidemment. On a signé un partenariat avec l'ILDJ ce matin ou pas? Non, on pourrait parce qu'ils forment très bien. Liselotte. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour citer le livre de Xavier Aimant qu'on reçoit un vendredi sur 2 à la radio et qui s'est interrogé sur ces écoles de journalisme. Son livre s'appelle Formatage continu, donc ça donne le ton et chers auditeurs, je vous laisse le découvrir. Pour ma part, et pour répondre à la question, moi j'ai fait une école de communication, j'ai été employée à la radio pour faire de la programmation et la grande chance que m'a offert la radio, c'est de pouvoir me donner le micro et j'ai commencé par les bulletins d'actualité, puis les chroniques et enfin les matinales. Donc je remercie la radio de m'avoir mis le pied à l'étrier dans le journalisme puisque ce n'est pas vraiment vers ça que je me tournais initialement. Marie. Oui, moi en l'occurrence, alors j'ai pas du tout fait d'études de journalisme, je suis arrivée là on va dire par le hasard de la vie et j'en suis très contente. J'ai commencé en faisant une double licence de sciences politiques et de lettres classiques, donc vraiment un parcours sciences politiques, lettres classiques quoi. Très complet et pas du tout journalistique. Ouais. Ensuite j'ai fait des études de relations internationales, de géopolitique tournées sur le Moyen-Orient, d'où ma passion pour le Moyen-Orient, le monde arabe, le Liban notamment. Et donc j'ai appris l'arabe à l'INALCO et je suis arrivée à Radio Courtoisie par la suite des choses et voilà. Et donc j'ai tout appris sur le terrain pour le coup. Et c'est vrai que parfois c'est assez impressionnant même d'être spontané, de réussir à poser les bonnes questions au bon moment aux bonnes personnes. Mais franchement, la force de Radio Courtoisie et de Ligne Droite, c'est de m'avoir mis tout de suite au micro. Je vais vous dire la vérité, je suis arrivée il y a 1 an, on m'a mis 2 jours plus tard au micro pour 10 minutes pour une chronique. Alors je savais pas ce que j'allais raconter, quel ton fallait faire. J'avais jamais écrit de ma vie de chronique. Et en fait, voilà, 1 an plus tard, ça va, ça passe. Oui. Alors Franck, pour répondre à votre question, à la question de l'auditeur... Oui. Alors moi, mon livre, c'est le mode d'emploi de la prochaine console numérique Axia qui sortira. Ça, c'est dit. Et sinon, oui, c'est un auditeur qui nous interroge sur nos sources. En fait, comment on récupère les informations? Est-ce que c'est par des agences de presse ou est-ce qu'on est sur le terrain? Est-ce qu'on a des informateurs? Alors, il n'y a pas d'agence de presse parce que ça coûte très cher déjà, donc on passe pas par l'AFP. Ensuite, il faut savoir que tous les articles publiés, toute l'actualité des médias classiques sont
de l'AFP, enfin viennent en tout cas des sources de l'AFP. L'AFP, faut pas tout jeter, hein, parce que c'est le principal moyen de nous informer quand même. Moi, c'est sur mes canaux Telegram, c'est l'AFP. Hein. C'est ma source d'information première. Après, je veux dire, évidemment que je vais creuser ailleurs. Mais voilà, d'abord, c'est la news. Et après, on AFP. a nos sources. Évidemment. Selon les sujets qu'on va traiter, on a nos sources, on appelle les personnes qu'on connaît, nos contacts, dont on ne vous donnera évidemment jamais les noms parce que c'est le principe des sources. Il y a des médias par lesquels on s'informe. F2 Souche, on en a parlé parce qu'ils avaient besoin de dons eux aussi. Donc on a des canaux d'information. Tous les lanceurs d'alerte qui ne sont pas relayés aussi, d'ailleurs par les médias de grand chemin et dont nous, on va se faire l'écho et les porte-paroles. Exactement. Mais de toute façon, on n'est pas assez nombreux et on sera jamais assez nombreux pour pouvoir être partout sur le terrain et n'utiliser que nos propres informations. Mais en fait, l'important, comme vous le disiez, enfin moi en tout cas, c'est ce que je fais quand je prépare les flash infos, c'est qu'évidemment la base de tout départ, ça va être l'AFP parce que c'est eux qui sortent en premier la plupart des informations. Mais après, l'intérêt, c'est d'aller justement se renseigner et approfondir le sujet qu'a traité l'AFP en voyant différentes sources et pour prendre des angles peut-être qui seraient pas traités dans d'autres médias. Ouais. Non, puis là, je vois un commentaire sur YouTube, AFP, Agence française de propagande. Non, en fait, l'AFP, c'est de l'information. C'est une source fiable, hein, pardon, mais c'est aujourd'hui la seule agence, en tout cas, qui donne de l'information fiable. Après, c'est la façon dont on traite cette information, la ligne qu'on va lui donner. L'AFP, c'est de l'info brute. Voilà, c'est Vous ça. avez factuellement, il y a eu un accident à 13h45 et c'est tout. Il n'y a pas de commentaire d'analyse. Un Jordan Bardella, une Marine Le Pen, un Éric Zemmour vont contacter l'AFP pour diffuser une information. Ça se passe comme ça, ou des communiqués de presse ensuite sur les réseaux sociaux. Mais l'AFP est vraiment ce qui regroupe le plus d'informations vérifiées, concrètes et brutes, comme vous disiez. Ce qu'on peut leur reconnaître à la limite, c'est peut-être des nuances de vocabulaire, là où effectivement, nous, on va appeler un clandestin. Eux vont essayer de détourner la chose, mais bon, ça c'est. Non, mais après, c'est à nous de et on a savoir, l'œil suffisamment aguerri pour comprendre ce qui se cache derrière. Voilà. C'est l'angle du journaliste. Liselotte, c'est mon rayon de soleil matinal, belle équipe en tout cas, nous dit Tracker 4 sur le chat. Ils sont vraiment gentils, c'est votre sœur. Il y a des amoureux. Votre journaliste préféré, Adèle? Moi, je vais vous faire la même réponse que j'avais fait lors de mon entretien pour rentrer dans mon école de journalisme et qui ne m'a pas bloquée finalement. Je pense que Charlotte Dornelas, c'est une journaliste que j'admire énormément, qui a commencé chez Radio Courtoisie en plus. Exactement. Mais oui, j'admire sa façon de traiter les sujets, sa façon de les travailler, sa façon de les aborder. Bravo. Franck? Quelle est la question? Votre journaliste préféré, s'il y a un journaliste qui vous... Maud Coffler, Marie Falicon, Liselotte Dutreuil. Merci Franck. Moi, je suis dans la technique, moi je sais pas tout ça. Votre technicien préféré? Oui, c'est ça. Malice? Alors moi, je vais redire Charlotte Dornelas, parce que elle a beaucoup de succès, j'aime sa spontanéité, son franc-parler, évidemment son talent, elle a énormément de charisme et j'apprécie l'entendre à l'antenne et vraiment la tournure qu'elle prend pour dire des sujets dont très peu parlent finalement et dont on est très fiers de la compter dans nos journalistes. Liselotte? Non, moi, les réponses pareilles, classiques, j'aurais du mal. Je me suis pas penchée sur la question. Il faudrait que je réfléchisse longuement. Mais Charlotte Dornelas, bien évidemment. J'aime beaucoup Mathieu Bock-Côté, mais je sais pas s'il peut être qualifié de journaliste. Chroniqueur, éditorialiste, mais voilà. Puis surtout des journalistes de Radio Courtoisie qu'on connaît moins, mais qui sont très talentueux, qu'on n'entend pas forcément. Et voilà. Louis Rigaudière? Moi, Philippe Bouvard. Moi, je réfléchis pas 2 secondes. Ah ouais? C'est pas Pascal Pro. Ça mérite un applaudissement. Non, mais je suis bien obligé de reconnaître, c'est Philippe Bouvard, évidemment, qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a donné un petit peu le goût de la lecture, parce que j'ai lu son premier livre, Un oursin dans le caviar, si je me trompe pas, et qui était très très drôle et qui racontait un petit peu. Non, mais c'était très bien trouvé. Et d'ailleurs, il avait fait le SJ Paris, lui aussi, parce que c'est une vieille école, et il s'était fait virer. Enfin bref. Non, c'est une vie extraordinaire. Les grosses têtes, évidemment, qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, et que je continue encore à écouter. Il avait ce don de dénicher des personnalités absolument atypiques et extrêmement intelligentes. Enfin, c'est brillantissime. Et j'ai une pensée pour lui, puisqu'évidemment, il a fêté ses 95. Et évidemment, sa santé, vraiment, sa fesse, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai une petite pensée pour lui. Et en plus, Philippe Bouvard est venu régulièrement à Radio Courtoisie il y a très longtemps. C'était un ami de Jean Ferré, du fondateur. Et il a participé à des émissions ici. Et c'était vraiment quelqu'un de haut niveau, ça c'est sûr. Mais en plus...
ça fait plaisir. Apprécié de beaucoup d'auditeurs. Et par contre, Pascal Pro est un peu déçu par votre choix. Attendez, on l'a là, il nous dit... je crois que je l'ai. Enfin, c'est insupportable. Bravo, merci. Alors, je le citerai dans ma chronique de demain pour le rassurer. Marie. Au risque de pas être très original, effectivement, si j'ai bien un modèle journalistique, c'est effectivement Charlotte Dornelas. Et certains nous demandent dans les commentaires d'ailleurs si on va l'inviter. On l'a reçu évidemment en mai avec Maud. On l'a reçu au moment des fêtes Joannick. C'était un premier bel échange puisqu'elle avait été Jeanne, etc. Donc c'est les fêtes d'Orléans. On la recevra encore à l'avenir. Et voilà. Et je me permets de citer peut-être un deuxième journaliste qui, franchement, m'a beaucoup aussi inspiré dans ce métier. C'est Régis Le Sommier à sa manière parce que il rapporte il a cette idée de la vérité du terrain. C'est le titre d'ailleurs d'un de ses ouvrages qui est vraiment intéressante. Et c'est comme ça que je perçois le journalisme aujourd'hui. C'est vraiment peut-être qu'il faut sortir de tous les experts de plateau télé qui se disent experts de tel ou tel pays et qui n'y connaissent rien, en fait. Les toutologues, comme on les appelle, qui sont experts de tout. C'est ça, voilà, les toutologues. Et Régis Le Sommier nous montre qu'il y a une autre voie à ça, c'est aller sur le terrain, rapporter la vérité qui n'est pas toujours bonne à dire, qui n'est pas toujours belle, qui n'est pas manichéenne. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire à notre manière en allant, nous, sur le terrain parisien, français, pour l'instant, avant de partir à l'étranger. Mais sinon, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien et je pense que c'est inspirant. Ça rejoint un peu ce que la question que posait tout à l'heure l'auditeur en disant quelles sont vos sources, est-ce que vous allez sur le terrain ? Bah oui, en fait, on essaie d'aller sur le terrain. C'est évidemment, c'est le sens du journalisme. Et on a besoin de vous pour ça, soutenir.rc.fr. Et parce que ça coûte cher d'aller sur le terrain. Et c'est pour ça que beaucoup de rédactions ne vont plus sur le terrain. Quand vous voyez, par exemple, j'avais été à Châteauroux pour Radio Courtoisie après la mort de Matisse, et il y avait des équipes de télé, mais des équipes de télé, il y avait une personne avec une caméra qui ne faisait rien, qui filmait juste le mur avec les photos et les fleurs, parce que ça coûte cher d'envoyer des journalistes, parce que le voyage coûte cher, parce que bref, en tout cas, ils ne mettaient pas les moyens pour ça, alors que nous, on avait cette fois, en tout cas, envoyé 2 personnes, voilà. Mais moi, j'ai eu des témoignages de grands reporters à France Inter ou à la Maison de la Radio qui, avant, pour un sujet important, partaient 2-3 jours pour s'imprégner de la zone, de l'endroit, prendre des contacts, avoir des informateurs. Et aujourd'hui, c'est terminé. Ils prennent le train le matin, ils arrivent 2 heures plus tard et dans 1 heure après, ils doivent rendre un papier avec... Ouais, c'est triste. Bon, mon journaliste préféré, alors il y a Radouane Kourak. C'est ça parce qu'il est en régie derrière, il a rien entendu. Non, il n'entend rien parce que j'ai le casque. Scandaleux. Ouais. Non, Jean-Pierre Pernaut. Bien sûr. Vraiment, c'est mon idole de toujours. Et ouais, j'ai toujours été inspirée par lui, par sa façon de raconter les choses et puis de s'intéresser surtout aux petites histoires dans la grande histoire, en fait. C'est ça qui m'a toujours fascinée chez cet homme. Puis ça gouaille, ça bouille, enfin voilà, tout allait, quoi. Votre définition du journalisme, pas facile. On va peut-être pas poser la question à tout le monde. Je sais pas si quelqu'un a envie de répondre. Moi, j'ai déjà répondu sur la vérité du terrain, personnellement. Ouais, Louis. C'est rapporter la vérité par le prisme de l'honnêteté. C'est beau. C'est en tout cas ce que j'essaierai de dire. Adèle. Là comme ça rien ne me vient, mais ce que vous dites, enfin je rejoins en tout cas voilà ce que vous avez dit. Ouais. Malice. Oui, exactement. La façon le journalisme en réalité pour moi c'est aussi une façon de dire la vérité ou de dire plutôt les choses que certains grands médias justement préfèrent taire. Voilà, donc c'est vraiment le moyen plutôt de dire les choses telles qu'elles sont sans arrondir les angles, comme j'aime bien dire. Les Lots. Moi, il faudrait que je travaille la phrase et que je transforme ça en axiome, mais je dirais que c'est aussi une sorte d'arme, le journalisme aujourd'hui. Il faut qu'on continue à s'en saisir. Et on voit bien qu'il y a quelques médias alternatifs qui arrivent à émerger dans cette ambiance un peu apocalyptique, rythmée par le wokisme. On en a parlé ce matin avec Charles d'Anjou. Mais le journalisme, aujourd'hui, c'est une vraie arme pour pouvoir simplement continuer à exister, faire exister nos valeurs et nos idées. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Le 4e pouvoir. Sinon, c'est Albert Londres qui définissait ça en disant le journaliste, c'est porter la plume dans la plaie. C'est vraiment, voilà, tout est dans cette phrase de toute façon, je trouve. Avez-vous les mêmes idées dans la rédaction ? Je pense qu'il y a des nuances, mais effectivement... 50 nuances de droite. Globalement, on est à droite, ça oui, on peut le dire, mais voilà, c'est des nuances. En fait. Non, puis pas tous, alors. Pas tous quand même. Déjà pas tous. Puis Radio Courtoisie, c'est toutes les droites, donc il y a beaucoup de nuances au sein de l'équipe, ce qui enrichit aussi, et en plus on cohabite très bien. Comme on dit, toutes les droites, tous les talents, et je pense qu'en fait on est peut-être 50 nuances de droite. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas tous du talent. Oh si, on a tous du talent. Mais ça ne veut pas dire qu'on invite forcément des invités uniquement à droite, évidemment, on essaye de varier un petit peu tout ça, et parfois de les confronter. On se souvient du débat Jean Messia, Thomas Guénolé, voilà, c'est parfois intéressant de confronter les deux points de vue. Oui, mais ça n'a pas beaucoup plu aux auditeurs. Ah, moi j'ai des bons retours sur YouTube. Oui, mais visiblement ça n'a pas trop pris non plus, et j'ai l'impression que les débats c'est pas forcément le truc. Quand on écoute Radio Courtoisie, j'imagine, alors c'est aux auditeurs de nous dire, mais qu'on a envie d'entendre
les idées qu'on défend, etc. Mais ça, ce serait une bonne question à poser aux auditeurs de notre part, pour le coup. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des débats sur Radio Courtoisie, avec des clashs et ce genre de choses ou pas, des conversations, mais avec des gens qui pensent. Christophe Barbier, que j'avais invité, nous disait des choses qui à nous parlaient totalement, mais c'est Christophe Barbier, donc ça fait jaser tout ça. Donc vraie question, chers auditeurs, est-ce que vous avez envie qu'on invite des personnalités qui de temps en temps sortent un peu justement de nos rangs? Oui, non, mais ça peut. Une bonne confrontation idéologique qui se fait dans le respect et dans le calme, on en ressort toujours un peu grandi. Hein. Ouais, donc, c'est vrai aussi que c'est que du bon pour moi. Les auditeurs historiques de Radio Courtoisie, on en avait déjà parlé, on sont habitués aussi à ce qu'il n'y ait pas de débat contradictoire dans la radio, puisque le fondateur était contre ce système. Il préférait laisser parler des gens pendant 1 heure et quitte après à recevoir quelqu'un d'autre, mais pas en même temps, parce qu'il disait en gros que tout le monde s'engueulait, que ça apportait pas grand-chose. Maintenant, on a peut-être changé un peu d'air. C'est vrai que c'est plus courant et que c'est vrai que des fois, une bonne confrontation, ça fait un peu plaisir. Ce qu'il faut comprendre aussi, peut-être qui froisse certains auditeurs, c'est qu'ils viennent chercher chez Radio Courtoisie justement les gens qui n'entendent pas ailleurs. Et c'est vrai que de temps en temps, inviter Guénolé, qu'on entend déjà sur d'autres chaînes, etc., ça peut les agacer dans le sens où ils préféraient qu'on donne le temps d'antenne à ceux justement qui n'ont pas le loisir d'écouter ailleurs. Mais enfin, il y a peut-être un équilibre à trouver. Après, ils entendent des questions qu'ils n'entendent pas ailleurs. Ouais. C'est ça aussi, parce qu'on peut inviter des personnalités qu'on entend partout, mais leur poser des questions qui sont totalement différentes. C'est aussi l'intérêt d'où la ligne droite d'une radio, d'un média. C'est fini ? Oui. C'est fini, oui. C'est fini, bon allez, au revoir. L'entretien le plus impressionnant que vous ayez fait, Marie. Moi, je dirais que j'ai été le plus touchée par mon entretien avec le général Philippe Schmitt, le père de Anne-Laurent Schmitt. Ouais. Je reprécise pour nos auditeurs, c'est cette jeune femme qui avait été assassinée dans le RER. Et son père est venu à notre antenne au début de l'année, en septembre-octobre. Et donc je l'ai reçu pour un grand entretien que je vous invite à revoir et ça m'a beaucoup touchée. J'étais très heureuse de le recevoir pour parler de ce laxisme judiciaire. Ça faisait écho à la mort de Philippine à ce moment-là. Moi j'allais répondre la mère d'Arnaud Beltrame. Dans le même genre en fait, pareil, parce que évidemment vous sentez minuscule face à une personne qui a vécu un tel drame. Voilà. Adèle. Moi, je pense que c'était une table ronde que j'avais fait l'année dernière sur l'avortement, avec notamment deux femmes en fait qui venaient témoigner de leur avortement, et donc c'est toujours délicat de comment poser les questions parce que on a envie de leur demander, enfin voilà, elles viennent pour témoigner, mais on veut pas non plus être indélicat ou être voilà. Liselotte. Moi, c'est Renaud Camus. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. Alors, il a été censuré. Donc, si vous voulez retrouver l'échange, c'est peut-être la preuve que c'était un bon entretien. Oui. Si vous voulez retrouver donc, cet échange, vous pouvez vous rendre sur Odyssée. Mais Louis pourrait nous le rappeler. Mais c'est vrai que face à Renaud Camus, je me suis retrouvée toute petite comme le jour de ma première interview que j'ai menée à 4 mains à l'époque avec Baudouin Wieselman. Et j'avais l'impression d'avoir perdu toutes mes bases. J'étais flageolante, je n'avais aucune assurance, mais c'était très intéressant, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est intimidant. Et moi, je vous répondrai d'ailleurs, parce que j'ai mené un entretien qui est sur la chaîne YouTube, et c'est celui forcément qui est le plus impressionnant pour moi, parce qu'il n'était pas prévu du tout. Et c'était à l'époque de Baudouin, où il y a eu un espèce de quiproquo gigantesque au niveau des dates. Et Eve Wagerland, qui est professeure, est venue à la radio, mais voilà, c'était pas le bon jour. Et donc, par chance, entre guillemets, c'était ma chronique à ce moment-là, donc on l'a fait sauter, on l'a remplacé par une interview qu'on a vraiment faite à l'arrache, et donc j'ai interviewé Eve Wagerland avec Baudouin en équipe, en impro total. Donc, bravo, et ça a été assez impressionnant, je le cache pas. On va accélérer, on va poser 2 questions pour conclure, parce qu'ensuite il faut qu'on donne la parole à Radouane Koura, qui est aussi notre invité, qui nous parlera de la manifestation qui a lieu tout à l'heure devant l'Arcom avec Cyril Hanouna entre autres. D'abord, comment êtes-vous financé ? Ça, on vous en parle tous les jours, la façon dont Radio Courtoisie survit même en ce moment. On a vraiment besoin de votre argent. Alors on n'a pas l'habitude on mendie pas, c'est vraiment la façon dont fonctionne Radio Courtoisie, mais en ce moment, en l'occurrence, Radio Courtoisie a vraiment besoin de votre générosité, la générosité même de gens qu'on ne soupçonne pas, donc parlez-en en fait autour de vous. À Noël, parlez-en. Surtout maintenant, parce que c'est le moment de faire des dons. Et Franck, comme d'habitude, je vous laisse expliquer pourquoi. Voilà, je suis le chef de la tirelire. Je vais appuyer ici, comme ça on devrait boire le petit... Vous avez remis le petit cochon ? Non, il y a la boîte du marathon. Les auditeurs sur YouTube la voient.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs et uniquement grâce à ses auditeurs. Et ça, qu'il faut que les gens le comprennent. Alors, ceux qui connaissent Radio Courtoisie le savent. Mais par contre, il y a beaucoup d'auditeurs qui naissent chaque jour, notamment sur YouTube ou sur X, sur les réseaux sociaux. Là, on l'a plein écran. Les gens vont être contents. Et le petit cochon. Et donc, on ne touche aucune subvention. On n'en demande pas. On n'est pas parrainé. Il n'y a pas de mécénat ou d'accord d'entreprise ou ce genre de choses. C'est vraiment que vous qui payez. Donc, si vous aimez cette radio, si vous pensez qu'elle est utile, eh bien, il faut faire un geste, même 5 €, peu importe. En plus, vous aurez droit à toutes les archives qui sont sur le site rc.fr. Et donc, pour nous aider, eh bien, sans tarder, aujourd'hui, vous allez sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, à l'ordre de Radio Courtoisie. Et on vous remercie d'avance. Et le Marathon du Don, jusqu'au 31 décembre, un mécène, pour le coup, mais un ami de la radio, mécène entre guillemets, double les dons. Donc si par exemple, Maud, vous nous envoyez 100 € à Radio Courtoisie, eh bien nous, on va recevoir 200. Et en plus, comme vous êtes grassement imposé sur le revenu, eh bien ça ne vous coûtera que 34 €. Vous nous trônez 30, on en reçoit 200. Ah ouais. Non, mais c'est la magie. C'est génial. Voilà, ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Si vous avez jamais doté, chers auditeurs, c'est vraiment le moment là. C'est vraiment le moment. Vos vœux pour 2025 et on terminera avec ça. Oui, pardon, parce que sur le budget, on est en danger. Vraiment, c'est pas des blagues. On risque même de devoir réduire la voilure sur certains aspects. La période est tendue. Il y a beaucoup d'autres sites et il y a aussi les gens n'ont pas d'argent, quoi. Et les associations, toutes les associations voient des diminutions de dons assez conséquentes. Le message est passé, pardon. Donc vos vœux pour 2025 très rapidement, Maïs. Eh bien, avant tout, la santé, parce que à mon sens, c'est la chose la plus importante. Après, d'un point de vue, pour la radio, évidemment, que nos idées toujours gagnent les esprits, si je puis dire, sans passer pour de la propagande ou quoi que ce soit. Après, évidemment, recevoir toujours plus d'invités pour vous proposer à tous les auditeurs d'excellentes émissions, d'excellents entretiens qui, j'espère, vous feront grandement plaisir, puisque c'est le but aussi de prendre du plaisir quand on travaille. Liselotte. Eh bien, déjà, un bon gouvernement pour tout le monde. On n'y croit pas trop, mais voilà, espérons. L'espoir ne fait jamais de mal. Et puis sinon, quoi d'autre ? On parle beaucoup du renversement de la dynamique du wokisme en ce moment. Donc pourquoi pas un ralentissement du wokisme ici aussi, en France, en Europe. C'est en train d'arriver aux États-Unis, donc pourquoi pas la même chose. Et sinon, plein de bonheur, d'amour et de santé à tous les auditeurs. Ça reste quand même la base. Adèle. Tout a été dit. Non, mais oui, que la radio puisse continuer à prospérer, moi j'aimerais beaucoup que la France puisse se retrouver, puisse se rappeler un peu plus souvent de ses racines chrétiennes. Louis. Eh bien que la progression, l'évolution de cette matinale continue dans sa lancée. On a dépassé les 300 000 abonnés récemment sur YouTube, donc merci à tous et on espère continuer en 2025. Et puis sinon, une présidentielle anticipée d'ici mars ou février, ça serait pas mal. Ça suffit, oui. Voilà. Marie. Moi, mes vœux pour les auditeurs, c'est continuer de vous armer politiquement, intellectuellement, évidemment à nous suivre et puis surtout d'espérer, ne désespérez pas. Voilà, ce message d'espoir. Et puis évidemment, pour cette année 2025, qu'on pense bien aux chrétiens d'Orient qui, je pense, ont un avenir douloureux face à eux. Bon, eh bien, longue vie à Radio Courtoisie. Merci à tous. Franck, peut-être. Oui, il y a deux choses, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont demandé beaucoup la question. Et oui, très rapidement. Il y a déjà, on remercie Gérard qui nous écrit tous les jours et qui demande quand est-ce qu'on recevrait Michel Onfray ou Philippe de Villiers. Et on salue Gérard, ce fidèle. Ouais. Et puis beaucoup d'auditeurs nous ont posé la question au sujet de Clémence Oudiakova et de Toxin. Il faut absolument qu'on réponde là-dessus. Nous ne sommes pas fâchés, nous sommes toujours en contact. Clémence a créé cette matinale avec Radio Courtoisie en 2021. On était ensemble à l'époque. On a fait de grandes choses. Elle nous a laissé cet héritage et elle a préféré se concentrer sur des choses différentes sur YouTube. Et c'est vraiment deux lignes éditoriales qui sont quand même assez différentes. Vous ne trouverez pas forcément la même chose d'un côté ou de l'autre. On les embrasse, on les salue et restez plutôt sur ligne droite. C'est la concurrence qui parle. Merci beaucoup Franck, merci à tous. On passe à l'entretien avec Radouane Kourac très rapidement. Ligne droite. Radouane, vous avez 5 minutes pour convaincre les Français à cette antenne de vous rejoindre après-midi. Oula,
Oui, cet après-midi à cette manifestation devant les locaux de l'Arcom. Parfait, bien, je vous remercie Maud, bonjour à toute l'équipe. J'ai beaucoup aimé cet exercice, je vous ai écouté avec attention, c'était très sympa. Vous avez appris des choses ? J'ai appris beaucoup de choses. Mais cet après-midi, oui, c'est pour ça que je suis là, on organise une manifestation devant l'Arcom à laquelle, et c'est un événement car il ne participe jamais à des manifestations, à laquelle participera Cyril Hanouna en personne. Oui. Il prendra la parole, il s'exprimera. C'est devant les locaux de l'Arcom au 39 43 quai André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris. Et l'idée de cette manifestation, c'est une manifestation pour dire non à la censure, une manifestation pour protester contre les décisions purement arbitraires de l'Arcom. C'est-à-dire que l'Arcom en juillet de cet été, en juillet 2024, a décidé de retirer de la TNT les canaux de C8 et de Énergie 12, 2 chaînes qui vont disparaître. Mais C8, c'est un symbole, c'est la première chaîne de la TNT. On va priver les Français de la première chaîne de la TNT avec une décision purement arbitraire et qui n'est pas motivée. Mais il n'y a pas que ça. C'est réellement une manifestation pour dire non à la censure de manière générale. On vit dans un pays où on a des médias qui ont vu leur compte bancaire fermé cet été pour des raisons purement idéologiques. On vit dans un pays où les comptes Instagram de plusieurs personnes, je pense à la féministe Alice Cordier qui intervient sur cette antenne, a été fermé. Je pense au compte d'information Occidentis qui a été fermé. Je pense à toutes ces personnes victimes de la censure. Et aujourd'hui, la censure arrive sur nos écrans, à la télévision. La télévision, c'est aujourd'hui le seul divertissement qui est encore gratuit pour des millions de Français. Aujourd'hui, les Français n'ont plus les moyens d'aller au théâtre, n'ont plus les moyens d'aller au cinéma, et souvent le seul plaisir après une dure journée de travail, c'est de se retrouver en télévision, de se retrouver en famille devant la télévision et de mettre la 8, de regarder le premier talk show de France, Touche pas à mon poste, et on retire ça aux Français. Donc cet après-midi, ce mercredi, 14h devant les locaux de l'Arcom qui est André Citroën dans le 15e arrondissement avec la participation exceptionnelle de Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous espérez de cette manifestation ? Enfin, est-ce que vous espérez quelque chose, des réponses, des conséquences ? Bien sûr, on espère déjà se faire entendre, montrer qu'on est nombreux à protester. On a conscience qu'on organise une manifestation la veille pour le lendemain. On a conscience que nous sommes mercredi, mais nous avons des choses à dire. Ce samedi, Florian Philippot a organisé une manifestation avec son mouvement devant l'Arcom. On en organise une aujourd'hui avec Cyril Hanouna, on en organisera d'autres encore. Jusqu'en février, la route est encore longue. Si on s'en tient à la décision de l'Arcom, le 1er mars prochain, C8 devrait disparaître des ondes de la TNT. De la fréquence TNT. Mais oui, de toute manière, on ne ferait pas de manifestation si on n'avait pas espoir. Est-ce que vous espérez une mobilisation, notamment des journalistes ? Et je ne parle pas uniquement des journalistes de C8. On espère une mobilisation à la fois des journalistes, mais une mobilisation populaire. Ça veut dire quoi, populaire ? Populaire, ça se réfère au peuple. C'est-à-dire une manifestation de personnes qui viennent de tous horizons, de Français, de citoyens, puisqu'on est avant tout des journalistes citoyens, ne l'oublions pas. Et oui, j'aimerais beaucoup que des confrères journalistes et de tout type de médias, des médias dits de gauche, des médias dits de droite, des médias d'information, des médias de divertissement, soient présents. Est-ce que vous attendez des chroniqueurs de TPMP ou simplement... Oui, bien sûr. Avant d'entrer dans le studio, je conversais avec certains chroniqueurs. D'accord. Je peux déjà vous annoncer la présence, par exemple, de Gilles Verdez qui sera là, la présence d'autres chroniqueurs, mais on salue toujours Gilles Verdez. L'idée est de faire le rassemblement le plus large possible. J'ai conscience, on ne va pas réunir 50 000 personnes la veille pour le lendemain, ou du moins j'en serais très surpris, ce serait une excellente nouvelle, j'en serais très surpris. Donc cet après-midi, on se réunit devant l'Arcom et on dira ce qu'on aura à dire. Bon, bien 14h devant l'Arcom. Merci beaucoup, Radouane, de nous avoir fait part de cette manifestation. On parlait justement des conséquences de certaines décisions de l'Arcom hier à notre antenne. D'ailleurs, vous l'aviez annoncé en exclusivité, la présence de ce absolument, et oui. Je sais pas comment vous l'avez su. Je sais pas non plus, c'est fou quand même. Les sources, on en parlait tout à l'heure. C'est pas l'AFP. Bon, merci beaucoup en tout cas, Radouane Courec. Et à cet après-midi, parce qu'évidemment, nous allons couvrir cette manifestation. Formidable.